Bonsoir alors, quelle est votre couleur préférée? Le vert, bien sûr. Le vert. Le vert? J'aime bien le vert. Le vert. Le vert. Le vert. J'aime bien le vert. C'est le vert. Est-ce que vous savez faire du verre? Non. Oui, je sais faire du vert. Ça dépend. Non, pas du Faire tout. du vert? Ouais. Oui. Non. Oui, nous savons faire du verre. Mais faire du verre, qu'est-ce que ça veut dire? Il existe plein de sortes de verres différents. Du verre d'oxyde de chrome, du verre de Schweigfurt, du verre de gris, du verre de malachite. Certains sont des colorants, c'est-à-dire des substances colorées miscibles dans l'eau. Et d'autres sont des pigments, c'est-à-dire des substances colorées non miscibles dans l'eau. Nous avons choisi de faire du verre d'oxyde de chrome. C'est un pigment particulièrement stable. Sa formule chimique est Cr2O3. Cela veut dire qu'il faut 2 atomes de chrome et 3 atomes d'oxygène pour former une molécule d'oxyde de chrome 3. Il fut notamment utilisé dans les encres pour le dollar, par exemple. Et plus tard dans les peintures pour bâtiments, dans la cosmétique et dans la verrerie. On le trouve à l'état naturel dans un minerai très rare, l'escolite, qui fut découvert pour la première fois au milieu du XXe siècle. Mais sa synthèse remonte à une centaine d'années avant cela, en 1838, moment au laquelle il fut synthétisé pour la première fois. Nous avons choisi de faire la décomposition par voie solide du dichromate d'ammonium en oxyde de chrome 3. C'est une réaction par voie solide, donc une réaction dont les réactifs sont tous des solides. Je laisse à présent la parole à Thibaut Maraval qui va vous parler de la synthèse. Voici notre réaction. Le dichromate d'ammonium, ici, de formule NH4,2CR2O7, réagit et produit de l'eau, du diazote et de l'oxyde de chrome, notre pigment. C'est une réaction d'oxydoréduction, car en effet on peut voir que les nombres d'oxydation de l'azote et du chrome changent au cours de cette réaction. L'azote, moins 3 dans l'ammonium, passe à 0 dans le diazote, et le chrome, plus 6 dans l'ion dichromate, passe à plus 3 dans l'oxyde de chrome. Voici les demi-équations mises en jeu. Cette réaction a 2 particularités. La première, c'est qu'elle est fortement exothermique. Elle libère donc de la chaleur. Idéalement, cette énergie est suffisante pour entretenir la réaction jusqu'à l'épuisement des réactifs. La seconde particularité est que l'ammonium et le chrome et l'ion dichromate sont dans un même solide à température ambiante. Pour cela, il nous faut élever la température pour déclencher la réaction. Je vais laisser la parole à Chloé Perrin pour qu'elle vous présente notre séance de TP. Pour réaliser notre synthèse, en salle de TP, nous avons suivi un protocole expérimental relativement simple. Pour commencer, nous avons disposé, dans un creuset résistant à la chaleur, 1,4 g environ de dichromate d'ammonium, un solide très toxique. Sa formule, comme nous l'a déjà précisé M. Maraval, est NH4,2CR2O7 et est produit à partir de dichromate de potassium. À l'aide d'allumettes, nous l'avons donc chauffé pour déclencher la réaction dite exothermique. Nous pouvons confirmer que c'est bel et bien une réaction de ce type car nous avons noté une élévation de la température. Pour cela, nous avons touché le creuset avec beaucoup de précaution, après avoir lancé la réaction pour le noter. Lors de cette réaction, nous avons pu noter également, comme attendu, que la réaction se relançait toute seule. Donc nous avons pu confirmer que c'était une réaction en chaîne. Le calcul de la masse à la fin de l'expérience fut impossible, car quand nous avons lancé la réaction, cela déclencha une mini-explosion, et une bonne partie de notre produit se retrouva sur notre paillasse. La synthèse du pigment du verre d'oxyde de chrome 3, selon nos diverses sources, devait s'arrêter là. Mais, contre toute attente, le résultat obtenu n'était pas le bon. Nous avions dans le creuset alors 2 solides, un vert, l'oxyde de chrome 3 sûrement, et un noir. Nous formulâmes alors 2 hypothèses. Soit la réaction n'était pas terminée, soit nous avions calciné notre pigment. Donc nous avons réitéré l'expérience, avec moins de produits, avec plus de précautions, pour éviter toute calcination. Mais ce fut sans succès. Nous avons alors, au contraire, lancé la réaction plus vigoureusement, en élevant la température et en le brûlant plus longtemps. Nous obtenâmes alors le résultat souhaité. Le solide noir n'était plus présent.
Cette étape du protocole n'a été mentionnée qu'une seule fois dans nos sources, mais sans explicitation particulière quant à sa nature. Nous avons alors formulé une nouvelle hypothèse, à l'aide du diagramme de Pourbet. En effet, entre l'ion dichromate qui a pour nombre d'oxydation plus 6 et l'oxyde de chrome 3 qui a pour nombre d'oxydation plus 3, il se trouve qu'il y a le dioxyde de chrome, un solide noir, et de nombre d'oxydation plus 4. Pour vérifier notre hypothèse, il faudrait analyser notre solide noir par diffraction par rayon X. Non mais, eh oh, le verre, quand même. C'est pas que ça, le verre, c'est pas que l'oxyde de chrome, le verre, quand même. Il y a bien autre chose, le symbole et tout. Le gazon, du foot. Le symbole du verre, quand même. En effet, ce n'est pas tout sur le verre. Moi, je suis le temps. Et mes compagnons d'infortune vont vous conter l'histoire du verre. Avant l'Égypte antique, nous n'avons retrouvé aucune trace de l'utilisation du verre. Peut-être que les colorants utilisés étaient trop instables. En Égypte, ils utilisaient surtout de la malachite et du verre égyptien, qui a un procédé très proche de celui du bleu. Dès moins 3000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, on retrouve les premières traces d'utilisation du verre. Cette couleur avait une symbolique très spéciale, très importante pour les Égyptiens, et les animaux verts tels les crocodiles et les grenouilles étaient sacrés. En Grèce antique, le verre ne semble pas avoir une place plus importante. Les Grecs utilisaient surtout le sentiment de la couleur, sa teinte, la luminosité ou la matière. C'est qu'à partir de l'époque hellénistique, on commence à retrouver des traces de verre. Chez les Romains, il ne manque plus de mots pour décrire le verre. Il existe viridis, qui veut dire vert, vivere, qui veut dire être vert ou vigoureux, et des mots dérivés tels que vir, qui veut dire mâle dans le sens masculin, et vert, qui veut dire printemps. La teinture n'est pas encore très élaborée, parce qu'ils utilisent des verres qui sont toujours d'origine végétale, et donc qui se dégradent très vite. Mais à cette époque, le verre est symbole d'excentricité, et même disharmonieux. Sur les vêtements féminins, il est même provocateur. Sous influence germanique, le verre prend une toute autre signification et s'intègre dans la société romaine. Mais malgré de forts progrès en teinturerie, les verres restent d'origine végétale et sont donc ternes et fades. Un autre aspect de la symbolique du verre apparaît. C'est le verre dans le sport. L'équipe soutenue par le peuple était en vert et était opposée à celle en bleu, soutenue par les politiques. C'est vers l'an 1000 que le verre prend de plus en plus de place et devient de plus en plus positif. La malachite est alors supplantée par des verres à base de cuivre, qui sont pourtant très toxiques. Chez les chrétiens, le verre est symbole d'espoir et de vie éternelle. Au fur et à mesure des traductions de la Bible, le verre est de plus en plus présent. En particulier dans la Genèse, où le troisième jour, Dieu créa les plantes et fit verdir la terre. Cependant, il reste une couleur secondaire, au milieu du rouge, du noir et du blanc. Dans la littérature courtoise, le vert est utilisé dans la symbolique du chevalier vert, qui est un personnage insouciant et instable. Il symbolise aussi l'instabilité des premiers amours. Plus généralement, le vert est symbole de naissance et de renouveau. Le renouveau de la nature s'applique aussi à celui des humains. Deux traditions entourent le symbolisme du vert. Les deux se tiennent lieu au 1er mai. La première est de s'emmailler, c'est-à-dire de porter du vert pendant ce jour, et la seconde est de planter le mai, c'est-à-dire de planter une branche d'arbre devant la porte d'une jeune fille à honorer. C'est à cette époque que le verre prend une toute autre symbolique. Il devient le symbole de la mort, de la maladie, des poisons, et même des monstres et des sorcières. L'eau est représentée elle aussi par le verre, parce qu'elle est vue comme gluante et visqueuse. Le verdâtre est utilisé pour représenter la maladie et la putréfaction. Dans la littérature, le chevalier vert devient un présage de mort et un symbole de magie et de folie. Der grüne Jäger, le chasseur vert, en allemand, est un personnage nocturne qui parcourt les forêts à la recherche d'un gibier qu'il n'attrape jamais. Il est accompagné par des meutes de chiens hurlants. Avoir les yeux verts à cette époque est synonyme de mauvaise foi ou de vice. Les opérations de mélange ou de fusion sont considérées à l'époque comme impures et démoniaques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de verre à base de bleu et de jaune, ce qui limite beaucoup son utilisation et sa production. C'est à cette époque que la dualité du verre prend toute son ampleur. Il y a alors le verre gai, celui de la vie, du renouveau,
et le vert perdu de la mort ou de la putréfaction. Nous sommes maintenant à l'époque des Lumières, et c'est avec l'échelle chromatique de Newton que le vert prend un nouveau statut. Il passe d'une couleur à part entière à un mélange entre le bleu et le jaune. Son repli dans le monde des savants et des scientifiques expliquerait sûrement son repli également dans la société. Chez les catholiques, le seul vert légitime est celui de la nature, tous les autres sont rejetés. Alors que chez les protestants, la guerre totale est faite aux couleurs qui sont qualifiées de papistes. Elles sont donc supprimées du culte et des vêtements. En raison des codes couleurs, le vert est associé aux roturiers et aux paysans. C'est un vert fade, peu lumineux et terne. Il existe une sorte de phobie du vert qui se développe dans la société. Elle est possiblement due à des pigments et des colorants très toxiques utilisés. Notamment chez les comédiens, on utilisait des verres faits à base d'acétate de cuivre qui sont très toxiques et qui peuvent expliquer le fait que cette couleur porte malheur. Globalement, dans la société, on se méfie du vert et sa place est en repli. Mais ce n'est pas vrai partout. Dans certaines régions, comme en Bavière ou en Écosse, le vert est vertueux car il repousse les forces du mal. C'est au XVIIe siècle et au XVIIIe que des progrès en chimie sont réalisés. Alors apparaissent de nouveaux pigments et colorants, mais ils restent en général toxiques. La symbolique du vert laisse place à une toute autre vision des choses. On parle de couleur au goût du jour. Par opposition au rouge, symbole d'interdiction dans la signalisation, le vert devient un symbole d'autorisation et de liberté. À la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée du romantisme, un nouvel attrait pour la nature arrive. Le vert devient donc le symbole de la liberté, de l'espérance, mais aussi de l'hygiène et des loisirs. Nous sommes à l'ère des différentes révolutions industrielles. À l'aube du XIXe siècle, malgré sa place secondaire dans le monde scientifique, nous voyons de nouveaux pigments verts voir le jour, tels le vert de cuivre arsenic ou les verts anglais faits à partir de bleu de Prusse et de jaune de chrome. C'est en 1816 que la première fabrique de verre de chrome ouvre ses portes à Londres, après avoir découvert des gisements de fer chromaté dans le Var. À la mode entre 1780 et 1800, le vert acquiert de nouvelles qualités. Il devient le symbole de l'espérance, de l'hygiène, de la paix et du romantisme. Les inventions successives des éclairages au gaz et à l'électricité font ressortir les nouvelles couleurs plus vives des verts à l'aldéhyde et à l'iode. Le vert est donc beaucoup plus beau à regarder et beaucoup plus utilisé en teinture. En 1860, le vert devient de plus en plus présent dans la société et surtout dans les villes. En effet, les villes d'Europe sont très industrialisées à cette époque. Et on voit fleurir des politiques d'aménagement d'espaces verts à l'intérieur de celles-ci. En peinture, le vert outre-mer artificiel est très utilisé par Renoir et Cézanne. De plus, l'invention du tube de peinture permet aux artistes de sortir dans la nature pour peindre la nature. Le vert est alors de plus en plus représenté et sa place grandit dans l'art. Après 1900, un vert terne, neutre et grisé apparaît. C'est le vert de la bureaucratie. Discret jusqu'en 1950, le vert est de plus en plus un symbole de paix et de relaxation, parce que ses vertus sont vantées par les médecins et les psychologues. Le vert, toujours symbole d'espérance, s'étoffe aussi des symboliques du hasard et de la chance. C'est une couleur presque porte-bonheur qui est utilisée dans les tables de poker et dans les sols des salles de sport. Depuis une centaine d'années, dans toute l'Europe, la signification du vert semble plutôt stable. C'est pour cela qu'elle devient la seconde couleur préférée des Européens. À partir des années 70, le vert devient la couleur de l'écologie. Elle est symbole de démocratie, de justice sociale et d'espérance. On retrouve le vert dans tout ce qui touche de près ou de loin à l'écologie, notamment dans les logos et les emballages. Aujourd'hui, la symbolique du vert semble multiple, mais nous pouvons en garder trois principales: la vie, l'espérance et la liberté. Ainsi, le vert est devenu une couleur messianique, susceptible de sauver le monde. Et qu'est-ce que ça symbolise pour vous, le vert? La vie, l'espérance, la nature. Ah, mais le vert, vous comprenez, c'est la couleur de la nature, c'est la couleur symbolique de la vie, de l'homme, de l'essence même de l'humanité. Les arbres. La nature. Les arbres. Le zen, ma chambre, elle est toute verte. Et du coup, je trouve que ça fait bien posé et tranquille.